Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde numérique de Jérôme Colombin et Futur Hebdo, le média de nos futurs immédiats. Aujourd'hui, rediffusion de la conférence « Construire l'avenir et si l'utopie était un piège ». Conférence donnée le 9 octobre 2021 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Elle réunissait Sylvane Casademont, ancienne directrice de l'IHEST, Ariel Kirou, essayiste, Jeanne Léveder, journaliste, et Thomas Michaud, prospectiviste. Olivier Parent animait cet événement donné lors du premier épisode de la saison 1 des Mondes Anticipés, le festival nomade de prospective et d'anticipation. Pour parler de ce piège, peut-être qu'il n'y a pas de piège. Je vais inviter mes amis à se présenter. Sylvane, si tu veux bien. Oui, bon, ça fonctionne. Oui. Bonsoir à tous. D'abord, merci d'être là et bravo de rester un samedi entre 18h et 19h, en plus dans un endroit qui est fabuleux, mais qui n'est pas forcément tout près de l'endroit où nous habitons tous. Donc, un grand merci. Donc, moi, je m'appelle Sylvane Casademont. Je suis directrice d'un institut public qui s'appelle l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, qui est en fait un institut qui fait des formations, des cycles de formation pour les cadres qui sont en responsabilité, c'est-à-dire qui sont près de la décision, qui préparent les décisions, qui prennent des décisions, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans les administrations. Et puis également ceux qui sont en situation d'influence, comme c'est par exemple le cas d'Olivier qui a suivi le cycle de formation. Donc ça peut être des prospectivistes, des consultants, des journalistes, des élus. Voilà. Donc nous organisons ces formations avec l'idée d'aider les participants à intégrer les sciences et la recherche scientifique pour éclairer les prises de décision. Donc, quand je dis les sciences, c'est pas seulement la physique, la chimie, les mathématiques, le numérique, et puis les sciences de l'ingénieur. C'est aussi la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la philosophie, l'économie, bref, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Donc, les sciences dans une vision qui est pluridisciplinaire. Alors, dans notre dénomination d'origine, sciences et technologie, on était créé pour aussi montrer comment les sciences débouchaient sur des technologies qui étaient des technologies qui pouvaient préparer à un avenir souhaitable. Donc, je n'en dirai pas plus pour le moment, mais nous avons un tout petit peu évolué sur cet aspect-là. Merci Sylvane. Ariel ? C'est à moi que tu faisais référence. Bon, voilà, je me doutais. Donc, Ariel Kirou, ça s'écrit K-Y-R-O-U, comme ça ne se prononce pas. Alors, aujourd'hui, on va dire pour simplifier que j'ai deux activités essentielles. Pour vraiment simplifier, j'en ai une première qui est d'être le directeur éditorial de quelque chose qui s'appelle le Laboratoire des Solidarités, qui réfléchit sur la solidarité sociale de demain, entre autres choses, avec une base de connaissances qui s'appelle solidaroom.org, avec une revue qui s'appelle Vision solidaire pour demain, des rencontres, un prix. Donc c'est un laboratoire qui est donc porté par une fondation qui s'appelle la Fondation Cognac-Jay. Et puis l'autre volet de mes activités, sachant que les deux parfois se rejoignent, puisque dans la revue de Vision solidaire pour demain, il y a 2 nouvelles de science-fiction. C'est une revue annuelle. Donc ma deuxième activité, c'est effectivement un travail de recherche, de réflexion sur beaucoup de sujets assez divers et le plus souvent très contemporains. Je suis membre du collectif de rédaction de la revue Multitude, entre autres choses. Et pour illustrer ces recherches, il y a 2 livres, coup sur coup, quasiment, qui viennent de sortir. Il y en a un, donc il y a 1 an, qui a plutôt bien fonctionné, qui continue à bien fonctionner, qui s'appelle Dans les imaginaires du futur, avec en sous-titre Entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale, qui a une volte-face, c'est-à-dire au milieu, de Alain Damasio, l'auteur de science-fiction.
Et puis donc un abécédique, qui est une réédition augmentée, entièrement revue d'un livre que j'avais sorti en 2009, abécédique comme Philippe Cadic, bien évidemment, sous-titré « Nous vivons dans les mots d'un écrivain de science-fiction », et qui est une vision du monde d'aujourd'hui au travers de Philippe Cadic. Voilà. Donc ça, c'est les 2 livres qui concrétisent au fond ce travail de recherche que je mène, qui consiste essentiellement, de façon assez proche des travaux d'Olivier, d'utiliser la fiction, l'art contemporain, comme des matières non pas simplement à divertir, mais à penser, à réfléchir le monde. En ce sens-là, nous sommes effectivement très proches. Là où peut-être nous différons quelque peu, c'est que ce que j'assume totalement dans les imaginaires du futur, c'est un point de vue subjectif qui est de dire l'utopie que je souhaiterais pour demain, ce serait une utopie anarchiste et terrestre. Voilà. Hein, et tu n'en dis pas plus. Et j'en ai dit pas plus. Jeanne. Bonsoir. Merci déjà pour l'invitation et puis merci à toutes et tous d'être venus. Moi, je m'appelle Jeanne Lévédère, du coup, je suis journaliste et documentariste radio et je suis notamment aussi cofondatrice de la revue Anticipation, qui est une revue d'enquête journalistique sur les futurs possibles. Et on a sorti 3 tomes pour l'instant sur à chaque fois une thématique particulière. La première sur l'humanité augmentée, la deuxième sur l'Odyssée spatiale et la troisième sur les mondes post-apocalyptiques. Donc des thématiques qu'on explore aussi à chaque fois à travers de multiples entretiens avec des écrivains, des écrivaines de science-fiction, mais aussi des scientifiques, des philosophes, plein de personnes qui ont réfléchi sur ces différentes thématiques-là. Et sinon, j'ai aussi poursuivi des recherches. J'ai été formée en sciences politiques à l'université et j'ai notamment mené des recherches sur les dystopies totalitaires. Une thématique qu'on abordera peut-être aussi un peu au travers de cette table ronde. Très bien, merci. Thomas, que j'ai oublié d'annoncer à la fin de la table précédente et je m'en excuse. C'est pas grave, j'ai pas mal pris. Merci déjà pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être ici. Donc moi je suis plutôt auteur et je fais des recherches sur la science-fiction depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai fait un doctorat en gestion sur le rôle de la science-fiction dans les projets de réalité virtuelle des Orange Lab. Donc j'ai étudié un peu comment la science-fiction était utilisée par les ingénieurs pour créer des nouveaux projets de recherche. Et depuis, j'ai un peu prolongé en développant quelques livres, notamment Prospective et science-fiction, ou l'innovation entre science et science-fiction. Donc, je continue mes recherches un peu depuis sur ça. Et j'ai fait aussi des petits romans de science-fiction. Donc là, il y en a un qui vient de sortir, ça s'appelle La Nanoplanète. Donc, j'aime bien faire le parallèle entre la recherche un peu académique et l'imaginaire pur, en créant des petites fictions. Et j'ai aussi participé au site Futur Hebdo en créant des brèves de journalisme prospectiviste, c'est ça, c'est le terme exact. Et donc c'est un peu ma passion d'étudier la science-fiction et d'en faire un peu. Voilà. Très bien, merci. Et donc je suis Olivier, je suis un des comparses de Christian, et donc je suis prospectiviste, tombé dedans par inadvertance, et c'est au travers des rencontres de personnes, dont Christian, il y a de ça une quinzaine, vingtaine d'années, que j'ai compris l'intérêt que pouvait porter la science-fiction quand on la sort du choral, du divertissement, du simple divertissement, et que si on considère l'auteur de science-fiction comme un artiste à part entière, il prend la science-fiction prend toute sa valeur. Donc, pour commencer cette table ronde, autour de la question « Et si l'utopie était un piège ?», est-ce que je peux vous demander, pour vous, c'est quoi une utopie ? Qui veut commencer ? Qu'est-ce qu'une utopie ? Jeanne, très bien. Je peux essayer. L'utopie, si on part du principe qui a été, du terme en fait, à la base, qui a été créé par Thomas More, qui est l'écrivain de science-fiction. Enfin, en tout cas, de ce qui était l'ancêtre de la science-fiction. C'est ça, une fable philosophique d'anticipation. C'était à la fois le non-lieu, le lieu qui n'existe pas, et le lieu idéal. Parce qu'il jouait sur le préfixe « ou », justement, de la prononciation anglaise du préfixe « ou ». Et du coup, il jouait un petit peu sur cette ambiguïté-là, sur ce lieu qu'on imagine, mais qui n'existe pas. Et voilà, qui est devenu un genre à part de la littérature d'anticipation. Là, tu nous donnes une définition académique, mais est-ce que tu portes, toi, une définition particulière de l'utopie ? En termes de...
Une définition particulière, je pense que en fait, tout est dit là-dedans, au sens où en fait, c'est un lieu qui n'existe pas, même ce n'est pas une société qui est, pour moi, imaginée, qui relève du domaine des idées, et qui du coup n'est pas faite pour être forcément appliquée. D'accord. Et qui est constamment une réflexion permanente en fait sur ce qu'est la société idéale. D'accord. Il y a Ariel qui trépigne. Vas-y. Oui, comme toujours, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, voilà, je crois que oui, Thomas More, c'est 1516. 1516, oui. Et en fait, son bouquin s'appelle Utopia. Donc c'est sur l'utopie, il invente le terme. Et l'île dans laquelle se passe l'utopie, qui est séparée du monde, qui est une île où il n'y a ni propriété, ni argent, ni tyran, mais la logique sans propriété ni argent, à mon avis, est essentielle, c'est Utopia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est que l'utopie, c'est le lieu de nulle part. L'utopia, c'est le moment où l'utopie se concrétise dans un lieu, quelque part. Donc c'est Utopia, et donc elle se concrétise. Et effectivement, les problèmes démarrent dès lors qu'elle se concrétise, potentiellement, on va dire. Donc l'utopie, en fait, c'est ce lieu de nulle part. Je pense qu'on reviendra là-dessus, sur, au fond, c'est quoi l'utopie ? Pour moi, l'utopie, c'est un horizon. Voilà. C'est un horizon. C'est l'horizon d'une autre société, d'une société différente. Et pour moi, l'utopie, son contraire n'est pas la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire, pour moi, l'utopie négative, c'est simplement l'ombre de l'utopie. C'est le risque en permanence que l'utopie, dès lors qu'elle se confronte au réel, elle tourne mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des horizons, qu'il ne faut pas des utopies, c'est des moteurs, les utopies. Mais effectivement, le réel est quelque chose de complexe et potentiellement, l'utopie peut mal tourner. Voilà. Donc pour moi, le contraire de l'utopie, justement, c'est là où il y a effectivement quelque chose qui la rend indispensable, même si elle peut s'avérer un piège, c'est l'idéologie dominante. Très clairement, chez Thomas More, elle existe, son utopie, en opposition à la société dominante de son époque. Et toute utopie, par définition, et c'est Paul Ricoeur qui le dit très bien, elle se définit contre l'idéologie qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui consolide en quelque sorte des communautés, des groupes, des visions du monde, en fait, et notamment la vision du monde dominante qui a sa propre idéologie. Voilà. Donc, Sylvane ? Alors, j'ajouterais que en grec, ça veut dire bien. Ça veut dire quelque chose qui est positif. Donc, utopia, eftopia, ça veut dire effectivement le lieu, mais qui est quelque chose de positif. Bon, c'est juste pour... donc, effectivement, d'où l'idée de dystopie, je pense, on a remis ça en disant, non, ça peut être aussi négatif. Alors, je partage tout à fait vos définitions. J'ajouterais que, étant historienne, les utopies, ce sont aussi des idées qui ont tiré les sociétés et qui ont permis aussi la transformation des sociétés. Par exemple, si on prend un architecte urbaniste, Claude-Nicolas Ledoux, qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a fait une cité idéale, et il y a assez peu d'ailleurs de ces réalisations qui sont restées aujourd'hui, mais il y a la saline royale d'Arquesnan dans le Doubs. Donc c'était une usine, une saline, il fallait produire du sel. Donc, et à partir de cette saline, il avait construit alors la saline a été construite, elle existe en dur. Donc l'utopie de Claude-Nicolas Ledoux s'est véritablement inscrite dans la réalité. Mais il y a toute une partie qu'il avait aussi imaginée qui n'a jamais été construite. Et pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer ici. Ce qui est intéressant dans cette utopie architecturale, qui est à la fois réalité et utopie, c'est la manière dont il envisageait la société. Ça rejoint Thomas More, mais il disait, par exemple, l'architecture, elle doit absolument, d'une part, s'intégrer dans l'environnement, et la forme architecturale la plus parfaite, c'est l'arbre. Donc c'est assez extraordinaire parce qu'il avait une vision presque pré-développement durable ou pré-biodiversité à l'époque, mais aussi ça doit être un endroit où les êtres humains sont en harmonie, se sentent bien, fonctionnent bien ensemble. Donc il y a une dimension sociale qu'on va retrouver dans l'utopie socialiste qui s'est développée au XIXe siècle, d'ailleurs avec Fourier, qui a aussi repris les cités idéales, et puis qui se sont développées. Et on voit bien que les utopies socialistes, si on arrive au XXe siècle, on finit par donner quelque chose qui n'était pas forcément ce que l'utopie avait voulu préparer. Tout à fait. Thomas, est-ce que tu as une définition de l'utopie ? En fait, c'est vrai qu'on peut partir du concept de Thomas More.
d'une société idéale qui s'opposait un peu à la société dominante. C'était une critique implicite de l'ordre dominant. Donc à partir de là, l'utopie est devenue le moteur d'une forme de contestation de l'ordre social dans la perspective de créer un monde meilleur. Donc c'est ce qui donnait la force à cette critique de la réalité. C'était la proposition d'une société idéale, d'un monde meilleur. Donc ensuite, comme vous avez dit, il y a eu les utopies sociales qui sont apparues surtout en France. Donc il y a eu Fourier, Saint-Simon, etc. Et ensuite, il y a eu les utopies technologiques, notamment aux États-Unis. Donc là, il y a par exemple eu Bellamy qui a publié un roman qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, où il imaginait notamment la carte de crédit avec un siècle d'avance. Donc à partir de là, tout cet utopisme technologique a donné naissance aussi à la science-fiction. Donc j'ai l'impression que l'utopie a fait tout un parcours depuis le XVIe siècle et est devenu un mode de pensée qui s'est répandu dans la société d'une manière assez large pour donner naissance à une mentalité qui renouvelle systématiquement le capitalisme. L'utopie est réutilisée par le capitalisme pour justement imaginer un monde meilleur. Le capitalisme, mais alors là, il faut aussi, on va en discuter, parce que moi, je l'ai interprété à partir du capitalisme, mais il y a aussi des utopies communistes, etc. Donc, effectivement, l'utopie est un mode de pensée qui est instrumentalisable par tous les systèmes politiques. Et effectivement, la science-fiction est un mode de réflexion utopique et dystopique qui doit être analysé, à mon avis, avec beaucoup d'intérêt, dans la mesure où c'est un mode de pensée de plus en plus influent. On a tendance à réfléchir au monde futur à partir d'utopies, mais aussi à partir d'un mode de pensée plus pragmatique. Et c'est, à mon avis, l'opposition entre l'utopisme et le pragmatisme qui est l'explication de la dynamique historique dans les sociétés contemporaines. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pose la question à la salle, peut-être on va faire essayer de faire tourner le micro avant la phase finale de la table ronde. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé donc, dans notre temps contemporain pour qu'on en arrive à se poser la question de est-ce que l'utopie ne serait-elle pas un piège? C'est redondant ce que je viens de dire, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on a perdu une finalité? Est-ce que l'utopie vient combler certains vides? Parce qu'au niveau des concepts, on a peut-être perdu du sens. On a oublié peut-être que l'humanité est plurielle et l'utopie telle qu'on l'a citée, elle est dans le flux, dans le fleuve occidental et européen. Et cette utopie de Thomas More, elle a oublié toutes les utopies qui pourraient être portées, toutes les idées qui pourraient être portées. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au XXe siècle, aujourd'hui, 2021, on se dise « et si l'utopie était un piège ?» Alors, bon, il y a certainement beaucoup d'explications et je pense qu'on est, on est suffisamment nombreux pour commencer à appréhender la complexité, mais il y a quand même quelque chose qui est lié autour de la technologie, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit pour l'humanité, le progrès, enfin il y a la notion de progrès qui intervient quand même dans cette notion d'utopie. Dire une utopie, c'est pour que on aille vers quelque chose qui est meilleur. Et le progrès a été défini, mais un peu comme un vecteur. Donc, on doit avancer vers. Et on va avancer vers de plus en plus de technologies. Pas seulement au XXIe siècle ou au XXe siècle. Mais bon, Michel Serres montre bien que l'homme, depuis les origines, a finalement de plus en plus externalisé ses capacités dans des outils ou donc dans des technologies. Et en fait, on a eu cette volonté de s'affranchir un peu de la nature, en tout cas de ce que la nature pouvait avoir de pas facile, voire de destructeur. Bon. Et on a, alors tu parlais d'oublier, je ne sais pas si on a oublié quelque chose, mais ce qui me frappe depuis une dizaine d'années, c'est que on définit, on confie complètement à la technologie
on externalise non seulement des besoins élémentaires, mais on externalise notre mémoire, on externalise notre façon de penser, on commence à externaliser nos émotions et on se dit que la technologie va résoudre finalement les problèmes de l'humanité. Et on arrive d'ailleurs aux transhumanistes assez facilement. Et c'est là peut-être que l'utopie est un piège. Mais c'est un piège, mais en même temps, qu'est-ce qui nous empêche de retrouver des utopies qui ne sont pas des utopies technologiques et où la technologie ne serait qu'un outil. Finalement, même un ordinateur le plus sophistiqué, même un algorithme le plus sophistiqué, même un robot le plus sophistiqué, ça n'est jamais qu'un marteau un peu sophistiqué. Mais ce qui est important, c'est ce que nous avons, nous, dans la tête. D'accord. Ariel, Jeanne, oui, Ariel. Je pense qu'il y a effectivement au moins deux raisons qui peuvent justifier, il y en a plus que deux, mais en tout cas deux auxquelles je pense qui peuvent justifier de cette notion de dire en quoi l'utopie serait un piège. D'abord, un préalable. De plus en plus souvent aujourd'hui, on entend des gens dire, des gens proches, en tout cas de mes convictions, c'est-à-dire pas vraiment à la droite de la droite, de dire on a besoin d'utopie. Donc il y a quand même ce point-là qu'il faut quand même rappeler, c'est que on se dit que c'est un piège, mais on se dit qu'on n'a jamais eu autant besoin d'horizons différents pour nous construire des chemins. En fait, donc avec une dialectique entre l'horizon et le chemin. Donc ça, on en a vraiment besoin, et donc c'est là tous ces termes, futur souhaitable, etc., donc désirable. Donc voilà, donc c'est le préalable qu'il faut quand même rappeler. Donc après, pourquoi on pourrait dire que c'est un piège ? À mon avis, il y a au moins deux raisons. La première, c'est celle qu'on vient de donner, c'est-à-dire celle liée à la technologie. Il y a une utopie du numérique, une utopie technologique. Il faudrait entrer vraiment dans le détail pour entrer là-dedans, mais on se rend compte quelque part que derrière cette utopie aujourd'hui, lorsqu'elle se confronte au réel, on oublie en fait l'idée que l'utopie est une utopie de société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utopie technologique. En fait. L'utopie, c'est une transformation de société. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend par utopie technologique, y compris le transhumanisme, ne pose que très rarement la question de la fin d'un système, d'un dispositif. Pour simplifier, même si c'est plus complexe que ça, de la sortie du capitalisme, en fait. Et bien au contraire, nourrissent, en quelque sorte, permettent au système de se réinventer en permanence. Donc, première raison pour laquelle on peut se dire que c'est un piège, c'est que l'innovation, chercher du nouveau en permanence, on peut imaginer, beaucoup de gens pensent que c'est la clé de la transformation, mais le plus souvent, c'est une transformation qui ne fait que répéter différemment, de manière plus efficiente, en gros, les logiques de contrôle qui deviennent des logiques d'autocontrôle, et donc qui, au lieu de créer une autre société, ne font que confirmer de façon différente le pire de nos sociétés. Donc la première raison, elle est là, c'est-à-dire cette ambivalence de la technologie, qui est une sorte de pharmacon, aurait dit Bernard Stiegler, c'est-à-dire c'est à la fois l'antidote et le poison, mais pour pas que ce soit un poison, il faut les sortir des logiques de marketing. Lui, il l'expliquait très très bien, des logiques qui en font quelque chose d'éminemment destructeur. Si c'est juste pour faire de l'emploi, quel que soit le sens de l'emploi, ça n'a pas de sens. Si c'est pour faire de l'ouvrage qui m'enrichit et enrichit mon environnement, c'est d'autre chose. Donc première raison. Deuxième raison pourquoi on pourrait se dire que l'utopie est un piège, c'est qu'on a tendance en fait en permanence à oublier que pourquoi est-ce qu'on parle d'utopie aujourd'hui, c'est pour les confronter au réel. Donc l'utopie suppose une vigilance. L'utopie, si on veut la confronter au réel, suppose d'être en permanence attentif aux dérives multiples, pose la question de la masse critique. Je veux dire, est-ce qu'il est possible d'avoir une utopie avec une planète à 8 milliards d'individus ? C'est une vraie question. Et donc, cette vigilance, on a tendance à l'oublier. Voilà, on a tendance à faire comme si elle n'existait pas. Aujourd'hui, les plus grands livres de science-fiction mettant en scène l'utopie, elles mettent en scène ce rapport au réel, justement. C'est ça qui est intéressant. Il y a par exemple une collection qui s'appelle Utopia chez La Volte, le petit bouquin L'ICAM qui s'appelle Résolution, de l'ICAM qui s'appelle Résolution. L'ICAM est une autrice. Elle met en scène dans une île la construction d'une utopie, et c'est une galère. Voilà. C'est hyper dur. Elle met en scène... Au début du bouquin, elle explique à quel point l'IA, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est une sorte d'infamie. Et elle a une IA qui devient une IA psychologue. Et les conditions pour que cette IA puisse construire une autre société plutôt que de répéter à l'infini les défauts de nos sociétés passées, c'est hyper dur. Sans parler de ce geek à un moment donné qui n'arrive pas à sortir de ses réflexes. La logique
concrétiser une utopie, c'est hyper complexe, c'est hyper dur, et c'est ce que montre très très bien ce bouquin Résolution de l'ICAM, comme d'autres livres. Et donc la deuxième raison pour laquelle ça peut être un piège, c'est qu'on oublie que construire une utopie, ça suppose cette vigilance de tous les instants, et que malheureusement, quoi qu'il en soit, l'utopie des uns est souvent la dystopie des autres. Très bien. Alors, avant que Jeanne, tu prennes la parole, est-ce qu'il y aurait des réactions dans la salle par rapport à cette utopie qui pourrait être un piège, s'il vous plaît? Et Jeanne, c'est promis, je te rends la parole, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une salle avec nous. Merci. Alors, du coup, je voulais, l'idée que je veux poser a déjà été mentionnée en partie. Mais simplement, quand je recherche parmi les œuvres de fiction auxquelles je peux penser, une utopie qui serait juste une utopie, j'en trouve pas beaucoup. Souvent, ça se passe mal. Alors, est-ce que c'est pour créer du ressort narratif, parce qu'il faut bien vendre des bouquins et des films, ou est-ce que c'est parce que, tout simplement, on se dit que changer, c'est difficile, on n'a pas bien envie, il faut faire des efforts, ou encore une autre possibilité. Très bien, merci. Alors, Jeanne, je te rends la parole. Peut-être une réaction Moi, je pense que c'est plus facile d'écrire des choses qui tournent mal que des choses qui se passent bien, parce qu'en fait, on a plein d'exemples autour de nous qui font que la dystopie apparaît des fois plus réelle que l'utopie. Je pense que pour moi, pour revenir à ce que disait Ariel, pour moi, l'utopie, c'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement permanent, une recherche. C'est pas quelque chose, c'est pas un lieu qui va pouvoir exister en fait, parce que l'humanité elle évolue et du coup nos besoins évoluent parce que l'humanité aussi est extrêmement plurielle et donc en fait c'est une réflexion permanente sur qu'est-ce qui pourrait être la société idéale, mais à partir du moment où on la fige, à partir du moment où on essaye de mettre en place un système qui soit figé, et on arrive aux dystopies, notamment totalitaires, et à quelque chose qui enferme les individus et qui empêche la société d'évoluer, et c'est là le piège pour moi. En revanche, je ne sais pas trop si je t'ai trop suivi sur la question de l'utopie en termes de volonté de sortir du capitalisme. Parce que tu avais l'air de définir l'utopie comme ça. Et en fait, il y a des utopies aussi de droite. Il existe pas mal d'utopies comme ce qu'a écrit Ayn Rand dans La Grève. Il y a des utopies libertariennes. Et pour moi, l'utopie, et c'est en ça qu'elle est riche, c'est qu'elle est plurielle et qu'il y a des utopies de droite, de gauche, d'extrême gauche, des utopies écologiques, régressives. Et c'est ça qui est, pour moi, est le fond du genre aussi. Alors, c'est vrai que je voudrais juste rebondir sur la dernière phrase que tu as dite et que je gardais dans un coin de la tête suite au dîner qu'on avait fait ensemble avant les vacances et qui est en filigrane dans le titre de cette table ronde, qui est effectivement, est-ce que mon utopie n'est pas une dystopie pour l'autre ? Est-ce que peut-être un des pièges de l'utopie, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'oubli de l'humanité plurielle ? Et dans la démarche de la prospective, est-ce que c'est un moyen peut-être de... Pourquoi est-ce qu'on réfléchit aux avenirs ? C'est pour éviter de se faire imposer une utopie qu'on ne souhaiterait pas. Et donc, en fait, on rentre dans un jeu de la spéculation, on rentre dans le jeu du débat. Et est-ce que vous pressentez des utopies qui pourraient nous être imposées ? Est-ce que vous pressentez des choses qui pourraient être extérieures à nous-mêmes, qu'on nous vendrait comme du durable, comme du souhaitable, mais qui ne seraient pas aussi honnêtes ? Et c'est peut-être aussi un des pièges de l'utopie, le manque d'honnêteté derrière... Thomas ? Disons que par rapport à la question du piège, je voulais rebondir parce que moi j'ai lu le bouquin de Yannick Rumpala, là, on en parlait tout à l'heure, sur le cyberpunk. Et justement, lui, ce qu'il dit, c'est que le cyberpunk est une utopie pour les riches et une dystopie pour les pauvres. Du coup, ça rejoint un peu la question, est-ce que c'est un piège ? On peut constater que de nombreux ingénieurs de la Silicon Valley, des entrepreneurs, ont cité les cyberpunks comme une référence depuis des années et des années. Les créateurs d'Internet, même ceux qui ont fait les hackerspace et toutes ces choses-là, citaient les cyberpunks comme une littérature utopique, en fait, comme quelque chose dont il fallait s'inspirer pour créer les réseaux sociaux,
Maintenant, c'est le métavers. C'est toute la question du métavers qui a été imaginé par Neil Stephenson. Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une dystopie ? On a beaucoup de critiques qui disent que c'est une dystopie, mais au bout du compte, pour Zuckerberg et pour les innovateurs de la Silicon Valley, c'est une utopie. Dans les films de il y a pas mal de films de science-fiction. J'en ai vu un il n'y a pas très longtemps, LX 2048. On a une planète mourante où, à cause du réchauffement climatique, et donc on ne peut plus vivre dehors. Donc qu'est-ce qui se passe ? On crée une sorte de métavers qui permet aux gens de vivre une vie sociale à peu près correcte. Bon, on se rend compte que c'est quand même une dystopie parce que le monde réel est décadent. On ne peut plus vivre une vie normale et donc on a comme simple échappatoire une technologie certes révolutionnaire mais qui n'est pas totalement satisfaisante. Donc au bout du compte, est-ce que l'utopie est un piège ? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la question à se poser parce que finalement c'est peut-être la seule solution à une réalité qui n'est plus vivable. Donc à mon avis l'utopie est quand même quelque chose d'utile parce qu'elle permet de se poser des questions sur les problèmes concrets et d'apporter des solutions potentielles. Très bien. Alors c'est vrai que juste par rapport à des références de science-fiction, l'utopie par exemple technologique autour des métavers, il faut lire le bouquin et voir le film Ready Player One qui pose la question de est-ce qu'il faut débrancher ou pas, est-ce que qui appartient X choses, etc. Donc ça apporte plein d'informations et l'utopie vire à la dystopie. Oui, alors on a posé plusieurs questions. Alors effectivement, il y a plusieurs types d'utopie, on est bien d'accord. Simplement, je pense qu'on a tendance à oublier, si on revient à Ricoeur, que l'utopie, elle se pose contre l'idéologie, et notamment contre l'idéologie qui est censée être dominante. Y compris Ayn Rand, lorsqu'elle fait la grève, elle considère que l'idéologie dominante pour elle, celle à laquelle elle s'oppose, c'est le communisme. En fait, Donc elle définit en quelque sorte, elle fait son constat elle construit son utopie à contrario en quelque sorte d'un modèle qui est le modèle communiste. En fait, bon. Donc toute utopie part forcément d'un constat sur, pour soi, qu'est-ce qui est pesant, qu'est-ce qui est, on va dire, aliénant, quelle est cette société, cette idéologie qui en quelque sorte nous enferme, nous empêche de nous émanciper. Et forcément, j'imagine qu'il y a autant de réponses dans la salle qu'il y a d'individus. Et c'est là le problème de l'utopie, en fait, c'est qu'effectivement, il faut se mettre d'accord sur se dire, au fond, finalement, ce qui nous aliène le plus, qu'est-ce ? Je veux dire, et à partir de là, définir cette utopie. C'est-à-dire, lorsque moi, mon bouquin, je parle d'une utopie terrestre et anarchiste, je prends Thérèse dans le sens de Bruno Latour. Donc en gros, je me dis, l'enjeu, c'est pas simplement la permaculture, mais la permaculture intégrale. C'est de se dire comment on fait pour que toute action sorte de la logique du silo et pour qu'effectivement, toute action, notamment du monde capitaliste, au lieu de fonctionner comme une plantation, comme une usine, fonctionne en respectant son environnement, dans la logique de s'enrichir soi-même et d'enrichir surtout tout son contexte, en quelque sorte. Et ça, on voit bien que le système d'aujourd'hui ne fonctionne absolument pas de cette façon-là, comme une sorte de permaculture intégrale, considérant notre environnement dans sa globalité et considérant que toute action doit être mesurée en fonction de tout cela. Donc, pour revenir à la question par rapport au métavers, la question, c'est de se dire, au fond, moi, en passant, en venant ici, donc j'ai marché, j'ai vu la couve du monde diplomatique et donc je l'ai acheté, en fait, qui explique, voilà, sur le désastre du numérique. Je l'ai dans mon sac, là, je pourrais le montrer, en fait, et qui effectivement, il parle non seulement du désastre du numérique en termes énergétiques, de dépenses, mais en termes de ressources, en quelque sorte. Et effectivement, quand on voit l'énergie nécessaire pour avoir une bonne résolution d'une simulation de ville, ce qui est extrêmement compliqué à faire, c'est une énergie absolument inconcevable. Lorsqu'on voit l'énergie réelle que dépense une IA, en fait, c'est l'équivalent, je crois, de 5 voitures ou un truc comme ça, on se dit, mais comment faire pour sortir de cet enfer-là ? C'est-à-dire que les ressources nécessaires en termes d'énergie, donc les ressources, et après l'énergie, la consommation d'énergie de ce numérique-là, est absolument abyssale. Donc c'est une utopie qui, d'un certain côté, peut, à l'image
du contexte de Ready Player One, du film, qui est un contexte totalement désastreux, qui peut détruire le monde. Et d'ailleurs, le film, alors pour le film, je n'ai pas lu le livre, mais le film commence par une voix off, et le garçon dit, le héros dit, on a abdiqué à essayer de sauver le monde, donc on s'est réfugié dans le métavers. Est-ce qu'il y a peut-être des réactions dans la salle par rapport à ce qu'on vient de dire sur ces utopies? Je crois qu'il y a Dominique qui a levé la main. Oui, pardon. Je peux juste rajouter juste 2 Oui. secondes par rapport à la question tout à l'heure dans la salle. Oui. J'ai pensé des choses après. Du coup, je donne juste quelques références. Il y a eu tout un mouvement d'auteurs et d'autrices de science-fiction, notamment français, le collectif Zanzibar, qui a commencé à réfléchir sur l'utopie et sur l'envie de créer des univers désirables dans la science-fiction et dans les écrits de science-fiction. Et ça peut être bien de se creuser de ce côté-là. Et du côté du hop punk aussi, qui a tout un mouvement de réflexion sur des avenirs désirables et des utopies. Très bien, merci. Dominique. Oui, bonjour. Alors, moi, je vais évoquer Nico Bostrom avec son super intelligence et la singularité avec l'intelligence artificielle. Et son utopie à lui, c'était le transhumanisme, cette forme de justification d'avoir une utopie ou une énorme intelligence artificielle qui serait plus intelligente que l'humanité en son intégralité pourrait résoudre tous les problèmes soudainement. C'est aussi une façon, et c'est un des dangers de ce type d'utopie, ça c'est une utopie qui pourrait être un piège, c'est conforter ses propres croyances, en l'occurrence celle de Silicon Valley, enfin Bostrom, qui soudainement, au lieu de trouver des solutions, espère une super-intelligence émerge soudainement pour résoudre absolument tous les problèmes. Et c'est une forme d'utopie qui, là, pour moi, peut être dangereuse et peut être un piège. D'accord. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on dit dans les différentes tables rondes et qu'on a ici. C'est il faut pas, l'humain ne doit pas abdiquer de sa liberté au nom de la technologie. Il y avait une question pour mon ami Thibault. Tu prends la question, Voilà. c'est même abdiquer de son humanité. De son humanité, oui, tout à fait. C'est même pas seulement la liberté. Dire, moi, ce qui me frappe, et donc c'est pas seulement que l'utopie, c'est pour échapper à un monde qui n'est pas bien, mais j'ai le sentiment que c'est aussi aujourd'hui pour échapper à son humanité. Et quand on voit que les transhumanistes vont jusqu'à penser l'immortalité, que bon, Asimov par exemple a fait, j'arrive plus à trouver le titre du roman, mais sur la question immortelle. Déjà à l'époque. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui réfléchissent très sérieusement. Si c'est pas échapper, si c'est pas l'ultime échappatoire à l'humanité, je sais pas ce que c'est. Oui, je une petite remarque qui me vient, alors qui paraît pas en lien, mais qui l'est. Il y avait une personne adepte de jeux de rôle qui avait un slogan qui était « Je n'ai pas choisi de ne pas avoir de vie, j'ai choisi d'en avoir plusieurs ». Et je trouvais ça assez génial comme phrase. Souvent, dans le langage courant, utopie est quand même associée à illusion. Une utopie est illusoire, en fait. Et est-ce que finalement, quand Olivier parlait de Ready Player One, c'est pas ce vers quoi on va, c'est-à-dire que les utopies, entre guillemets, virtuelles, permettent de résoudre la problématique de, non, en fait, oui, une utopie est illusoire, mais grâce au virtuel, on va quand même permettre que cette illusion se réalise en partie. Et finalement, peut-être qu'il y a des gens qui seraient très contents, et qui le sont sans doute actuellement très, de dire au moins 2 heures dans ma journée ou 8 heures dans ma journée, je la vis réellement, cette utopie. Alors peut-être que pour vous, elle est illusoire, peut-être qu'elle est virtuelle, mais pour moi, elle est bien réelle. Alors elle ne change pas la société, elle ne change pas un truc, mais pour moi, dans ma vie et ceux avec qui je suis dans ce monde virtuel, l'espace de 4 heures dans la journée, je la vis, mon utopie. Voilà. Très bien. Alors c'est très bien parce que tu as introduit la question suivante que je voulais poser, donc je te remercie, qui pourrait être que si l'utopie, donc au singulier, est un piège, est-ce qu'il ne faut pas passer à des utopies? On a parlé de la pluralité, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a moyen de faire coexister différentes utopies qui va correspondre à des individus, à des groupes, en donnant comme horizon une forme de durabilité dans la mesure où nous devons transmettre, en tout cas là je parle en tant que personne privée, on doit transmettre un monde durable aux générations qui viennent. Il y a d'autres personnes qui sont dans d'autres démarches. Je pense à l'ancien président Trump qui était lui dans un hic et nunc, après moi le déluge, pour être encore plus clair, c'est-à-dire qu'il
il était prédateur du présent. Alors, est-ce que on peut imaginer un monde où coexistent des utopies et qui offrent à chacun, peut-être de manière commerciale et illusoire, parce qu'il ne faut pas oublier que le métavers, derrière, c'est un marché, mais en tout cas que chacun puisse développer ses utopies, son utopie, qui l'emmène toujours un petit peu plus loin, tout en étant assez franc. Alors juste avant de vous passer la parole, il y a ça quelques semaines, il y a eu un débat dans les médias entre Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, je vais y arriver, sur le nucléaire. L'un se disait ancien anti qui était devenu pro par nécessité, et l'autre un ancien pro qui était devenu anti. Et alors donc, ok, il ne posait pas la question de la technologie qui était en jeu, mais deux, aucun ne parlait de l'horizon. C'est-à-dire qu'ils se battaient sur des ça pinaillait, mais aucun ne posait la question de l'utopie. Effectivement, si on dit non à une techno ou si on dit oui à une autre, quel est l'horizon utopique? Quel est le projet qui est derrière? Alors, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs cohabitations? Est-ce que ça peut être une solution pour répondre à cette question? Sylvane. Moi, je pense que oui. Et vous posez vraiment, votre exemple est très intéressant. Il y a un problème d'échelle. Est-ce que c'est l'échelle individuelle? Est-ce que c'est l'échelle collective? Est-ce que c'est l'échelle d'une société? Puis après, il y a la notion présent et futur. Est-ce que c'est l'échelon individuel ici et maintenant? Bon, moi, j'ai aucun problème pour que quelqu'un prenne son pied à faire des jeux de rôle ou à être sur des jeux vidéo parce que ça lui fait plaisir, parce que ça le détend, parce que ça lui permet de rêver, parce que ça lui permet de s'évader. Au contraire, ça, c'est un des bénéfices de cette technologie. Il ne faut pas jeter, il ne s'agit pas de tout jeter. Après, la question de savoir si le numérique, la société va devenir complètement digitale, elle l'est déjà pas mal, mais elle ne l'est pas encore complètement, c'est-à-dire sans qu'il y ait un contrôle de l'humain sur cette société. Et est-ce que cette utopie-là, on remplace l'homme par la machine parce que l'homme est imparfait? Et du coup, je me demande, au passage, j'ai toujours eu des doutes sur le fait qu'un homme imparfait puisse construire une machine parfaite. Mais c'est probablement parce que je suis très terre-à-terre. Mais enfin, quand on a cet idéal-là, et que cet idéal va aller jusqu'à ce que vous disiez, c'est-à-dire construire un monde qui va satisfaire quelques-uns les plus privilégiés de la planète et puis laisser les autres, enfin c'est bienvenu à Gattaca, c'est pas nouveau d'ailleurs comme système, on est sur des échelles complètement différentes. Donc il y a peut-être le problème du contrôle de ce qu'on produit. Alors, du contrôle même de nos utopies. Qui veut réagir? Je vois que Jade écrit des tas de notes. J'y vais. Hein. Vas-y. Oui. Non. Je pense qu'il faut pas oublier quelque chose, en fait. C'est que une utopie, c'est pas quelque chose d'individuel. Je peux pas manger du canard numérique. C'est quelque chose qui a un rapport à un contexte, à une société ou à un collectif. Je veux dire, donc, lorsqu'on s'échappe dans le virtuel, il n'y a rien d'utopique. Ça n'a strictement rien à voir, c'est un rêve. Mais c'est un rêve en plus qui ne retourne pas à la réalité. Au cœur de l'utopie, il y a le rapport au réel, en fait. Hein, donc non. Je considère que effectivement, l'échappée est une chose, la fuite peut être une chose qu'on peut souhaiter, en quelque sorte. On peut souhaiter vivre ailleurs, mais on le fait en tant qu'individu, potentiellement avec d'autres, mais c'est une échappée, c'est une escapade. Ce n'est absolument pas une utopie, parce qu'il n'y a pas de société qui se construit. Alors, vous me direz, ok, il y a de l'argent, il y a des choses qui se font dans le métavers, mais on répète les mêmes choses. C'est le même monde, on achète, on consomme, etc. C'est la même chose, en fait. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec une utopie. Une utopie est indissociable du contexte, du rapport au réel, de la société, qu'elle soit celle de collectifs réduits ou de collectifs beaucoup plus larges. Voilà. Et ça, c'est primordial. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Mais pour ne pas tomber dans une forme de dictature de l'utopie, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs utopies sociales qui peuvent coexister? Alors, potentiellement, pourquoi pas? Après, est-ce que ces systèmes peuvent exister entre eux aujourd'hui sans interaction? C'est une vraie question, en fait, dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc, mais effectivement, on pourrait imaginer une fragmentation d'utopie avec des liens les unes avec les autres. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible? Bon,
À voir, voilà, à voir. Et pour répondre à une autre question, dans beaucoup de livres de science-fiction, notamment par exemple ceux de John Brunner, l'utopie naît de la dystopie. C'est-à-dire qu'il y a au sein de l'utopie la dystopie de sur l'onde de choc, qui est une sorte d'États-Unis hyper conformiste. Il y a le monde de précipice, c'est un bouquin de 1975, qui est carrément une utopie écologiste, basée sur les communs, dans une ville après un tremblement de terre en Californie, en fait. Donc, et c'est important. Pareil, dans tout ça, Zanzibar, il y a le Béninia. Alors très bien, donc dans ces utopies qui portent de la dystopie ou inversement, Jeanne, tu as travaillé sur les utopies totalitaires. Alors qu'est-ce que c'est ? Les dystopies. Oui. Non mais oui, une utopie totalitaire peut devenir une dystopie. Oui, c'est le but à la base. Par exemple, c'est le principe du roman, par exemple, du meilleur des mondes, qui part du principe d'une société à la base utopique qui finalement dérive totalement. Et c'est aussi le principe de beaucoup de sociétés totalitaires, en fait, même au-delà des romans de science-fiction. C'est une utopie à la base, l'utopie communiste qui a été mise en place, qui a fait l'objet d'une tentative de mise en place par le régime soviétique. C'était à la base une utopie. Pareil aussi pour l'utopie fasciste. Je pense qu'on peut parler d'une utopie fasciste aussi. Et c'est tout ça, c'est d'où ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on essaie de figer un système sur une population qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours OK avec ça. Et est-ce que c'est pas aussi qu'on oublie la complexité du réel ? C'est-à-dire qu'une utopie, on peut l'écrire en quelques pages, on peut la résumer en quelques mots, mais il y a un gouffre immense quand on confronte l'idée au réel, à la complexité de la personne humaine, des territoires. Est-ce qu'il n'y a pas un piège et qui fait qu'effectivement l'utopie communiste est devenue l'horreur que ça a été avec... c'est tout là l'enjeu, en fait, parce que c'est finalement nos visions du monde, nos regards sont un peu des histoires qu'on se raconte. On se raconte toujours des histoires sur notre passé, notre présent, notre futur. C'est comme ça qu'on crée notre vision du monde. Et du coup, l'utopie fait vraiment partie intégrante de ça. Et à partir du moment où on arrive sur une société avec des vraies personnes et avec un vrai contexte social, en fait, on va se confronter à l'imperfection. Et c'est ça aussi l'enjeu de ce... Il y a un bouquin qui est sorti il y a 1 an de Philippe Curval qui s'appelle Le paquebot immobile. Ça met en scène une utopie dans le 7e continent de plastique. En fait, c'est une utopie créée par des anarchistes. Il a repris en fait l'île à Élise de Jules Verne en imaginant que ce ne sont pas des milliardaires qui créent en fait une île autonome en quelque sorte dans un monde qui s'effondre de partout, mais au contraire que ce soit des anarchistes en fait. Et le problème, c'est que chacun a sa vision de l'anarchisme et effectivement l'utopie a du mal à fonctionner, tourne même très mal en fait. Et on voit bien, et c'est dans le cœur du livre, qui est basé sur une technologie par rapport à l'abondance, qu'il y a toujours un coût, un prix à payer. C'est-à-dire que la démocratie, la justice n'existe pas, elle consiste. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que, et donc l'utopie c'est un peu la même chose, c'est que si on veut la maintenir, il faut voir qu'elle n'existe pas et qu'elle n'existera jamais. En fait. Donc ça veut dire qu'elle ne peut exister que dans le chemin permanent pour s'en approcher, en sachant qu'on ne l'atteindra jamais, et en ayant conscience qu'évidemment, il y a le risque de dystopie en permanence qui nous guette dès lors qu'on essaye d'atteindre cette utopie. Et c'est vrai que c'est une sorte de modestie. Et ce qui veut dire que pour éviter le piège, il faudrait reconstruire notre vision de l'utopie en mesurant, en mettant en scène la façon dont sa mise en rapport au réel évidemment la transforme. Exactement. Donc c'est peut-être effectivement peut-être le seul enseignement qu'on peut ressortir, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, cette notion de effectivement la confrontation du réel oblige à une réécriture, à faire vivre le concept. Tu parlais où on tombe dans la dystopie quand on est figé, et donc l'utopie doit être vivante. Est-ce qu'il y aurait dans la salle quelques réactions par rapport à nos propos avant qu'on aborde la conclusion de notre table ronde? Monsieur, oui. Est-ce que le djihad butlérien est une utopie? Alors merci. Alors pour les non-initiés, le djihad butlérien est une référence au livre Dune de Frank Herbert, qui dans l'antiquité de ce monde en 10 000 et quelques, enfin qui peut être très très loin, interdit tout usage de la machine pensante dans le monde humain.
Voilà. Eh bien, je ne sais pas si c'est une utopie, mais effectivement, ça a un impact sur la narration, sur le monde de Frank Herbert. Est-ce que je peux vous demander un dernier mot de conclusion? Jeanne, vas-y, tu allais parler. Oui, je voulais juste revenir sur cette notion de confrontation au réel, sur le fait qu'en fait, pour moi, tout réside dans accepter l'imperfectibilité. Le fait que l'être humain n'est pas perfectible, n'est pas parfait, et du coup, quand on veut figer une utopie, c'est ça en fait, c'est vouloir la perfection absolue et ne pas accepter la pluralité de l'humain et le fait qu'il soit complètement imparfait. D'accord, merci Jeanne. Thomas, un mot pour conclure? Oui, en fait, moi je voulais aussi donner mon avis sur la notion d'utopie plurielle. Je pense que c'est assez important justement de stimuler l'imaginaire et l'approche utopique du monde chez les gens, chez les jeunes, et de provoquer en fait cet imaginaire science-fictionnel, notamment à travers ce qui s'appelle le design fiction. Ça, c'est apparu depuis 2009 et c'est cette perspective de créer des nouveaux mondes, des nouvelles technologies, d'imaginer des prototypes, de stimuler ça chez les gens, et aussi bien... C'est valable dans toutes les strates de la société, c'est pas simplement utilisé par les capitalistes ou par les socialistes, je sais quelle dimension politique. Tout le monde peut le faire, et je pense que notamment pour imaginer un monde plus durable, pour imaginer les solutions au réchauffement climatique, pour imaginer une société où on ira coloniser l'espace, il faut provoquer, stimuler l'imaginaire utopique chez les gens, et je pense que ça sera ma conclusion. Très bien. Nous avions d'ailleurs ce matin, de 9h45 à 11h45, un atelier de prospective design, donc de design fiction, sur les enjeux éthiques de l'espace en collaboration avec le CNES. Ariel, un mot de conclusion. Un mot de conclusion. 5. Non, voilà. Donc moi, en vous écoutant, je pensais en fait à une autrice de science-fiction que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ursula K. Le Guin, que vous connaissez peut-être. Alors, je ne sais jamais comment le prononcer. On dit Le Guin. J'ai toujours eu du mal. Et en fait, à un moment, elle a réfléchi sur l'utopie. D'abord, elle dit une chose. Elle dit un bon auteur, c'est un auteur qui sait qu'on a toujours... Voilà, qu'il ne faut pas évacuer l'ombre, le négatif de nous-mêmes en permanence. C'est que dès lors on va dans le pire, dès lors qu'on évacue le négatif, genre le super-héros qui serait parfait, etc. Et elle a une chose qui est assez amusante, c'est qu'elle parle de Madame Brown, qui est un personnage totalement banal, une vieille dame absolument nulle, sans aucun intérêt, donc créée par Virginia Woolf. Et en fait, en gros, moi je traduis à ma façon parce qu'elle le dit pas comme ça, mais elle dit c'est elle qu'il faut amener en utopie, en quelque sorte. C'est qu'il faut que l'utopie, il faut que ce soit Madame Brown. Donc, moi j'ai traduit en disant, ben voilà, en fait, effectivement, Monsieur Spock tout seul. Madame Michu. Voilà, Madame Michu. C'est que, en fait, en gros, l'Enterprise tout seul, Monsieur Spock tout seul. Non, il faut que Madame Brown aille dans l'Enterprise. Voilà, c'est ça l'enjeu en quelque sorte, c'est qu'il faut mêler le plus banal, le plus quotidien, le plus ras des pâquerettes, le plus ras de terre à ce rêve utopique. Et c'est ce mariage de ces deux opposés quelque part qui potentiellement peut-être nous faire réinventer des utopies se renouvelant en permanence, parce qu'après Madame Brown, ou Madame Michu, il y a Monsieur Dupont, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent entrer dans le même vaisseau spatial avec nous tous. Très bien. Merci. Sylvane? Je suis absolument d'accord. Je le dirais juste autrement, mais c'est un peu la même chose. L'utopie, c'est quelque chose qui nous tire en avant, qui mobilise nos énergies et qui nous donne une grande force. Il faut simplement pas confondre ça avec le fait de dealer avec la réalité qui est complexe et qui nous ramène sur Terre, justement. Mais sans utopie, je pense que la vie serait vraiment terriblement triste. Bon, merci à toutes et tous. Je ne sais pas si on a répondu à la question du piège que pourrait représenter l'utopie. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, dans l'utopie, il y a toujours une part de dystopie et qu'il faut être en mouvement. Et c'est... Alors, je vais utiliser il y a ma femme qui est là. Je vais utiliser un symbole qui lui est proche, c'est le Tao. Le Tao, c'est le mouvement. C'est pas l'équilibre, c'est le mouvement. Et il y a du noir dans le blanc et du blanc dans le noir. Et c'est en mouvement. Et effectivement, peut-être que pour éviter que l'utopie soit un piège, c'est de la laisser en mouvement. En tout cas, merci. J'espère que vous aurez passé un bon moment et qu'on aura fait un petit peu avancer le schmilblick. Bonne soirée.
Un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.